Depuis 5 ans, d'immenses travaux ont bouleversé les deux rives de la Seine, entre les Invalides et la Tour Eiffel. Une ville nouvelle, éphémère, se créait à l'intérieur de l'autre. Tout un quartier de Paris prenait l'aspect fabuleux d'un pays inconnu, dont la porte monumentale, du plus pur moderne style, se dressait près de la place de la Concorde. Près du pont Alexandre III qui vient d'être terminé, s'élèvent deux constructions monumentales qui resteront à Paris les seuls vestiges des fastes de l'exposition, le Grand et le Petit Palais. Le Grand Palais est consacré aux beaux-arts, peinture et sculpture contemporaine. C'est le tour de force de l'architecte de Glane. À cause des infiltrations d'eau de la Seine toute proche, il repose sur 40 000 pieux de chêne massif. Le Petit Palais renferme une exposition rétrospective de l'art français, réunissant les richesses des musées de province, les trésors des églises. La première ligne du métro Porte-Maillot-Porte de Vincennes fut inaugurée le 19 juillet 1900. L'exposition était desservie par un moyen de transport de conception révolutionnaire, le trottoir roulant, auquel on accédait par des rampes en pente douce. Le guide officiel le décrit ainsi. Il consiste en deux planchers mobiles parallèles, dont l'un, le plus large, roule à une vitesse de 8 km et demi, et l'autre de 4 km et demi. On passe à volonté et sans aucun danger de l'un à l'autre. Sur la gauche, une jeune femme inexpérimentée va tenter de passer d'une plateforme à l'autre sans perdre sa dignité. Le mouvement est continu, le tarif unique est de 50 centimes. Le trottoir roulant faisait un grand cercle au croisement de l'école militaire, reposant sur un viaduc en charpente de 7 mètres de hauteur. Un train électrique, plus rapide, passe à l'arrière-plan, tandis qu'au premier plan, le trottoir défile en sens inverse. Au loin, les voyageurs sur la plateforme mobile s'éloignent par la venue de la motte piquée. Sur l'esplanade des Invalides, en face du pont Alexandre III, une ville de palais blancs faite de bois et de staff était sortie de terre. Les pays du monde entier y comparaient les produits de leur manufacture, meubles, tapis, bijoux, tissus. Le caoutchouc, dans ses applications les plus récentes, était la grande nouveauté. Le trottoir roulant longeait le quai d'Orsay en direction de l'Alma. Les voyageurs pouvaient voir défiler devant eux le panorama des pavillons construits le long de la Seine. Sur la rive gauche de la Seine, entre l'Alma et les Invalides, la succession des palais des puissances étrangères était appelée rue des Nations. La Suède, étrange d'Éric aux écailles de bois. À côté de la Suède, un grand bâtiment carré de style florentin, le palais de la principauté de Monaco. Le pavillon de l'Espagne emprunte ses tours à l'Alcazar de Tolède. La Norvège, rustique chalet de sapin. La Belgique, reproduction de l'hôtel de ville d'Audenarde. L'Angleterre, copie d'un château du XVIe siècle, Kingston House. À côté, la Hongrie. La Bosnie-Herzégovine, le pavillon d'Autriche de style baroque, le pavillon des États-Unis coiffé d'un dôme. Sur la rive opposée, à l'emplacement actuel du musée d'art moderne, s'élevait une reconstitution du vieux Paris, imaginée par M. Robida, célèbre pour ses romans d'anticipation. Très loin de là, un grand village suisse avait été reconstitué entre l'avenue de Suffren et la motte piquée. On y trouvait des vallons, des cascades, des verts pâturages et des bois de sapin. Des divertissements folkloriques
était donné dans ce paysage enchanteur, recréé par le stuc et le ciment. Le globe céleste de 60 mètres de hauteur. À l'intérieur, on donne des concerts dirigés par Saint-Saëns. Avenue de la Bourdonnais, la plateforme passait devant les immeubles à la hauteur des fenêtres du premier étage, provoquant des incidents dont Courteline s'inspira pour sa pièce, l'article 330. Les nombreux palais de la grande industrie et de la production agricole s'étendaient sur le champ de Mars, de l'école militaire à la Tour Eiffel. Du premier étage de la Tour Eiffel, la vue s'étendait de l'autre côté de la Seine, sur toute la colline de Chaillot, où se trouvaient réunis les pavillons des colonies. Au loin, la Grande Roue. À l'extrémité du champ de Mars, derrière un château d'eau monumental, le palais de l'électricité, orné d'un diadème de fer, de verre, de zinc, qui la nuit crépite d'étincelles multicolores. La fée électricité, énorme femme de 9 mètres de haut, s'élance vers l'espace. Précédé d'huissier en culotte courte, le président Loubet quitte le palais des fêtes. C'était une grande salle circulaire couverte d'une coupole de 90 mètres de diamètre. C'est de là que partaient d'innombrables défilés folkloriques que les opérateurs de M. Louis Lumière tourneront inlassablement. La fête du vin. Et trouvait toujours le vin bon. Ses maîtresses. La femme est reine de toutes ces fêtes. Reine des fleurs, reine des parfums, reine des rêves qu'emportent les touristes, toujours dans le style de la vie parisienne. Mais que symbolise ce dernier cortège précédé d'un mythe? Tiré par des Sénégalais, évocateurs de gloire coloniale, le char est escorté de femmes qui, pour des raisons mystérieuses, portent des ailes blanches. Des jardins, des parterres fleuris, des fontaines entouraient la tour Eiffel. À l'arrière-plan, à droite, l'imposant pavillon des machines. Au pied du Trocadéro étaient groupés les pavillons des colonies françaises et étrangères. Toute la colline était un rêve d'exotisme où se mêlaient les casbahs, les mosquées, les pagodes, les paillotes. Le père de famille se dit qu'il reviendra seul pour admirer le ventre mobile des Ouled Naïls. La réalité est un peu décevante. On sert du thé à la menthe et les enfants sont admis. Pour clôturer l'exposition, le président Loubet avait convié tous les maires de France à un banquet monstre dans les jardins des Tuileries. Mais nous ne pouvons avoir pour ces images uniquement la tendresse amusée qu'on porte aux albums de famille. Ces messieurs à moustache et à chapeau de forme, qui étaient émerveillés par ce qui nous semble naturel aujourd'hui, ont été les accoucheurs de notre présent. Car cette fin de siècle a vu le commencement de grandes choses. Le moteur à explosion, le premier dirigeable, l'invention de l'air liquide, le cinéma, les premiers transatlantiques géants et surtout la domestication de l'électricité.